À la tête de la CEDEAO, le Sénégal face à l'hypocrisie du pouvoir régional. L'attribution au Sénégal de la présidence du Commission de la CEDEAO pour la période 2026 à 2030 a suscité, depuis hier, une vague de félicitations à l'endroit du président Bassirou Diomaye Faye à première vue. L'événement peut être interprété comme un succès diplomatique majeur, la reconnaissance d'un nouveau leadership sénégalais et, au-delà, l'espoir d'un renouveau panafricaniste au sein d'une organisation régionale en perte de crédibilité. Mais au-delà des messages de félicitations, souvent empreints d'opportunisme et parfois d'hypocrisie, une question fondamentale s'impose: que peut réellement faire le Sénégal à la tête d'une commission dont la marge de manœuvre est structurellement étouffée par un système de pouvoir verrouillé au sommet? La CEDEAO n'est pas d'abord dirigée par sa commission, son organe suprême reste Conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui définit les grandes orientations politiques, stratégiques, économiques et sécuritaires de l'espace communautaire. La Commission, elle n'est qu'un organe d'exécution, elle applique les décisions prises par la conférence et par le Conseil des ministres. Dès lors, présider la Commission sans maîtriser l'orientation politique de la conférence revient à piloter un navire dont le cap est décidé ailleurs. Le problème fondamental de la CEDEAO réside précisément là. Elle est devenue un syndicat de chefs d'État, souvent sous l'influence de puissances étrangères, davantage préoccupées par la préservation de leur régime que par la défense des intérêts des populations ou l'approfondissement de l'intégration régionale. La faillite de la CEDEAO se mesure d'abord à son incapacité chronique à empêcher ou sanctionner les coups d'État constitutionnels. Pire encore, ces dérives sont devenues la norme dans l'espace communautaire, sans réaction sérieuse de l'institution. Alassane Ouattara est aujourd'hui engagé dans un 4e mandat présidentiel, obtenu au prix d'un tripatouillage constitutionnel qui a plongé la Côte d'Ivoire dans une tension politique durable. Faure Gnassingbé, arrivé au pouvoir en février 2005 à la suite de la mort de son père, a méthodiquement modifié la constitution togolaise pour s'ouvrir une présidence à durée indéterminée, transformant de fait la République en monarchie républicaine. En Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo a tenté d'imposer un 3e mandat en s'appuyant sur l'armée, malgré un scrutin contesté au Bénin. Patrice Talon, après avoir juré qu'il ne ferait qu'un mandat, modifier les règles jeu constitutionnelles, plongeant le pays dans une zone grise politique où l'alternance devient théorique. Le Sénégal lui-même n'est pas sorti indemne de cette tentation autoritaire régionale. Le projet de 3e mandat de Macky Sall, maquillé sous des arguties juridiques, a failli faire basculer le pays dans une crise majeure. Il a fallu la détermination farouche et le courage politique d'Ousmane Sonko, au prix d'un lourd tribut humain, pour empêcher un coup d'État constitutionnel et préserver l'essence démocratique sénégalaise. Pourtant, la CEDEAO est restée remarquablement silencieuse. Pas de médiation sérieuse, pas de condamnation ferme, pas de sanctions. Cette passivité contraste violemment avec la fermeté affichée dans d'autres contextes, révélant une institution à géométrie variable. Pourquoi la CEDEAO a-t-elle su déployer une pression militaire et diplomatique pour contraindre Yahya Jammeh à reconnaître sa défaite en Gambie, lorsque les électeurs avaient clairement choisi Adama Barrow, et pourquoi cette même CEDEAO est-elle restée inerte face à la confiscation du pouvoir en Guinée-Bissau? Pourquoi l'armée régionale n'a-t-elle jamais été mobilisée pour faire respecter le verdict des urnes lorsque les peuples votent contre les intérêts des chefs d'État en place? Pourquoi a-t-elle fermé les yeux sur l'élimination systématique des candidats sérieux à l'aide d'artifices juridiques? L'exemple de Tidjane Thiam, écarté de la course présidentielle en Côte d'Ivoire pour des raisons de double nationalité, illustre l'absurdité et la dangerosité de ces pratiques. Dans un pays dont la guerre civile a précisément été nourrie par des débats identitaires, instrumentaliser la nationalité pour exclure un adversaire politique crédible révèle d'une irrespirable historique. Ce n'est pas hasard si le Mali, le Burkina et le Niger ont claqué la porte pour fonder l'AES, Alliance des États du Sahel, même eux aussi c'est pour leurs propres intérêts, pas celui du peuple, mais on y reviendra sur AES dans une autre vidéo. Ne peut contester les régimes militaires du Sahel, on ne peut ignorer le message politique qu'ils ont envoyé. La CEDEAO ne parle plus au nom des peuples, mais au nom d'un club fermé de dirigeants soucieux de leur survie politique. Alors que peut faire le Sénégal? Dans ce contexte, triomphalisme sénégalaise de la commission de la CEDEAO doit être tempéré. Le Sénégal n'hérite pas d'une installation neutre et fonctionnelle, mais d'un appareil lourd, discrédité et miné par ses propres contradictions. Certes, la Commission peut proposer des politiques, élaborer des règlements et concevoir des programmes communautaires, mais tout cela reste soumis à l'approbation de la Conférence des chefs d'État, là où se concentrent les blocages, les intérêts particuliers et les influences extérieures. Le défi pour le Sénégal sera donc double, soit gérer l'existant sans illusion, soit tenter d'ouvrir des brèches politiques là où l'institution est verrouillée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous aimez plus de vidéos, abonnez-vous à Somafi Patriote.